Donc moi, je vais utiliser que des gros mots, hein, puisque je vais vous parler de la digitalisation du parcours client, et on va se demander tous ensemble si ça, c'est pas une affaire d'expérience. Et comment est-ce que, voilà, cette question, une affaire d'expérience, elle revêt en fait plusieurs significations, voilà, plusieurs dimensions qu'on va essayer d'explorer toutes et tous ensemble. Alors très succinctement, moi, je suis ce qu'on appelle un designer d'expérience utilisateur, qui va d'ailleurs réduire ses commentaires de slide, parce que sinon il ne va pas réussir à vous lire. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc je suis ce qu'on appelle un designer d'expérience utilisateur. Concrètement, ça veut dire qu'en fait, j'aide des entreprises, des organisations, à concevoir des produits et des services qui n'existent pas encore, voilà, en s'interrogeant sur le rôle et la place des utilisateurs dans ce futur produit, ce futur service. Donc, comprendre au mieux leurs besoins, comprendre au mieux comment mettre en scène, comment en fait concevoir intelligemment l'ensemble des fonctionnalités, l'ensemble des parcours d'utilisation du produit, pour arriver sur une proposition de valeur qui soit le plus possible voilà, proche des attentes et proche des besoins à résoudre pour la clientèle. Voilà, donc j'ai créé ma société qui s'appelle LimeJam et j'œuvre dans un écosystème d'indépendants parisiens qui s'appelle le Laptop et qui est très spécialisé sur ces problématiques-là. Alors, pour commencer cette matinée, je voudrais vous parler d'un monde étrange, un monde tellement bizarre qu'on dirait un peu de la science-fiction, et pourtant c'est un monde qui vous est très familier, très quotidien. Donc je vais vous demander de penser à votre quotidien, et toutes et tous ensemble, on va prendre voilà, 3 petits pas de recul pour le regarder en se posant des questions. Et on va se rappeler par exemple qu'actuellement dans le monde, chaque seconde, il y a 2,7 millions de personnes qui demandent quelque chose à Google. C'est intéressant parce que Google n'a pas toujours été là, et il semblerait que ces personnes arrivaient à se débrouiller avant l'existence de Google. Et pourtant, aujourd'hui, voilà, toutes les secondes, 2,7 millions de questions à une société californienne qui se charge d'y répondre. On va se rappeler aussi que depuis 2014, les internautes américains utilisent plus leur mobile device, donc tablette et smartphone, pour se connecter à Internet, plutôt que les ordinateurs. Donc Internet, c'était une affaire de modem 56K et d'ordinateur il n'y a pas encore si longtemps, et aujourd'hui ça prend la place dans votre quotidien, et c'est quelque chose que vous faites voilà, dans les transports, voilà, quand vous attendez beaucoup, à peu près n'importe où. Voilà, Internet a sa place dans votre vie quotidienne beaucoup plus qu'il ne l'avait quand il est arrivé, et c'est tout neuf. On va aussi se rappeler que les revenus générés par l'iPhone et l'iPad constituent 70% du chiffre d'affaires d'Apple, et qu'on va fêter le 9e anniversaire de ces produits en juin prochain. Donc ces produits en moins de 10 ans. Il y a 10 ans, Apple c'était quoi? C'était des gens qui faisaient des ordinateurs, et surtout des ordinateurs. Ils avaient aussi un petit baladeur numérique sympa. Voilà, c'est tout ce qu'ils faisaient, quoi. Donc c'est un sacré retournement. On va se rappeler qu'on vit dans un monde où il y a de moins en moins de personnes, voilà, donc des gens de moins en moins peur, voilà, de faire rentrer des inconnus chez eux pour dormir dans leur lit, quand ils ne sont pas là. Je pense qu'il y a 5 ans, voilà, là, c'est anecdotique quand on raconte les choses comme ça, mais ça veut dire qu'il y a 5 ans, vous alliez à Best Western et vous leur disiez dans 5 ans, les gens, ils n'auront pas peur, ils loueront leur appart à des inconnus. Et les mecs disaient, attends, l'hôtellerie, il faut des investissements, il faut former du personnel, il faut une marque, une notoriété, il faut être reconnu. Ils rigolent beaucoup moins maintenant. Et ça arrivait très très vite. Alors on se dit, oui, mais l'hôtellerie, c'est du serviciel, il y a voilà, le booking en ligne, c'est le truc, on l'a vu arriver, tout ça, tout ça. Et puis on se rend compte qu'en fait, il y a des secteurs d'activité entiers qu'on pensait complètement pas digitaux. Des trucs pas du tout concernés par la nouvelle économie, par le numérique, rien à voir. Et d'un seul coup, il y a des nouveaux entrants qui arrivent et qui dérangent les règles du marché, qui bousculent les barrières à l'entrée, et qui semblent amener quelque chose de neuf. Et qui, en fait, crée une énorme disruption, une énorme reconsidération du rôle des acteurs historiques versus les nouveaux. Et alors ça, c'est les cas un peu sensationnalistes, mais pensez même à un produit comme Dropbox. Je ne sais pas combien utilisent Dropbox dans la salle au quotidien ici. Pour les gens qui ne voient pas ce que c'est un service qui permet en fait très facilement de partager des fichiers entre particuliers, voilà, au sein d'une entreprise ou avec des amis à vous. Le mec qui a fait Dropbox, alors on peut se dire oui, bon lui c'était un geek, il connaît l'IT, il connaît le digital. Oui, mais lui en face de lui, il avait Google Drive, Amazon et l'iCloud. Et le truc a marché quand même. C'est pas n'importe quoi. Alors qu'est-ce qu'il a mis dans Dropbox pour que ça fonctionne? Et ben c'est la question que je vous pose là tout de suite. Donc ça c'est l'instant nostalgie. Ces trois entreprises que je viens de vous citer, donc dans l'ordre Uber, Airbnb, Dropbox, elles ont un point commun. Lequel c'est? Ceux qui étaient là la semaine dernière ne soufflent pas. Alors? Est-ce que quelqu'un sait?
De L'idée. Ouais. L'application, la mobilité. Il y a plein de facteurs. Plus pragmatiquement, c'est des entreprises qui ont toutes moins de 10 ans d'existence et qui sont tous valorisées à plus de 10 milliards de dollars. C'est ce qu'on appelle communément, actuellement, dans le milieu du digital, des licornes. Les licornes, qu'est-ce que c'est? C'est toutes ces nouvelles startups qui arrivent du jour au lendemain et d'un seul coup dont la valorisation finit par excéder le milliard de dollars et un certain nombre d'utilisateurs. Et alors on peut se demander, bien sûr, on peut se poser des questions sur la pertinence de la valorisation d'une entreprise, surtout une aussi jeune entreprise. N'empêche que c'est des gens qui font beaucoup de bruit en s'installant non pas, ils ne créent pas des marchés, hein. La plupart d'entre eux, c'est ce qu'on a vu là, la plupart d'entre eux ne créent pas des nouveaux marchés comme Internet a pu créer un nouveau marché. Ils s'installent dans des écosystèmes qu'on pensait inébranlables et qui existent depuis des décennies, voire des siècles pour certains, et ils perturbent les règles. Donc c'est des gens qui s'attaquent à l'économie dure. Donc là, ça y est, le digital, c'est plus un truc de geek. C'est plus un truc de ouais, mais c'est pour les gens qui s'intéressent là-bas au fond à droite. Non, non. Ça commence à marquer son impact dans l'économie réelle. Les gens se posent des questions. Et alors ces fameuses licornes, quand on les spectrographie, quand on se dit mais alors qu'est-ce que c'est une licorne? Qu'est-ce qui constitue les facteurs clés de succès de ce genre d'entreprise? On tombe sur 3 choses. C'est des sociétés où il y a une organisation du travail et une façon de délivrer la valeur aux clients qui est radicalement en rupture avec les modèles conventionnels. C'est des sociétés qui se basent sur l'extrastructure, c'est-à-dire en fait c'est des sociétés qui externalisent beaucoup leurs problématiques d'infrastructure et de services annexes. Donc l'idée c'est vous démarrez à rien, avec très peu de capitaux, et tout ce que vous pouvez faire par des partenaires, vous le faites tout de suite. Donc par exemple, là actuellement, c'est pour vous dire, il y a eu un gros débat sur l'iCloud, donc je ne sais pas combien ont des devices Apple ici et combien mettent des fichiers à eux dans l'iCloud. Et bien en fait, Apple ne possède pas l'iCloud. L'iCloud, c'est soit Google qui l'a, soit Amazon. Ça dépend de l'année où vous êtes rentré dessus. Et donc, c'est pour vous dire, même Apple n'a pas investi pour acheter des fermes entières de serveurs pour stocker vos données. Apple préfère externaliser ça en passant par Amazon ou par Google. Et il y a un troisième point qui est la façon dont ces entreprises font appel à une notion fondamentale pour délivrer leur proposition de valeur qui s'appelle l'expérience. Et c'est sur ce point-là qu'on va s'attarder dans la suite du talk. Alors, l'expérience. C'est un mot qu'on a toutes et tous entendu ici, qui peut désigner beaucoup de choses. Moi, je vais m'attarder en particulier sur une définition qu'on utilise beaucoup dans ma discipline. L'expérience, c'est la perception et le ressenti d'un utilisateur ou d'une utilisatrice dans un contexte d'interaction avec quelque chose. Là, c'est barbare, c'est dense, c'est concis, c'est normal, on va revenir sur les termes. Une expérience, c'est la perception et le ressenti. Ça veut dire qu'une expérience, ça commence forcément, c'est personnel, c'est singulier, c'est unique, et c'est forcément biaisé. C'est subjectif au possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expérience objective. L'expérience, c'est vous qui la construisez en tant qu'utilisateur d'un service, parce que ça passe à travers ce que vous retenez, ce dont vous choisissez de vous souvenir, et la façon dont votre utilisation de quelque chose vous fait vous sentir. Donc c'est une affaire de sentiment, c'est une affaire de perception personnelle. Au centre de l'expérience, il y a vous. Il y a vous, et quand on y réfléchit, c'est une phrase très drôle parce qu'elle est évidente et pourtant elle peut faire réfléchir beaucoup de gens. Vous n'avez jamais vécu un instant de votre vie dont vous n'étiez pas le centre parfait. Donc toutes les façons dont vous avez appris des choses nouvelles, toutes les façons dont vous êtes forgé des opinions, dont vous êtes fait des idées, dont vous avez appris des nouvelles compétences, dont vous avez découvert des nouveaux services, c'est passé par vous. Tout commence et tout finit par vous, par l'observation que vous faites des choses, parce que vous choisissez d'en retenir, par la façon dont ça vous fait vous sentir. C'est comme ça que vous construisez de la connaissance, c'est comme ça que vous choisissez ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Et tout ça, ça ne se passe pas dans un moment abstrait où on vous explique des choses, ça se passe dans les moments de la vraie vie, où vous êtes vraiment en train de vous servir de quelque chose. Donc pensez à la première fois, je ne sais pas, alors ça remonte, mais pensez au premier grille-pain que vous avez utilisé, par exemple. Comment vous avez compris comment il fallait mettre les tartines, qu'il fallait baisser le truc, qu'il fallait attendre, au bout d'un moment les tartines allaient sortir. Pensez à tous les objets, pensez à votre smartphone, pensez à votre voiture, pensez à la télé, pensez à la télécommande universelle de la télé. Ça c'est un truc toujours non résolu. Voilà, et ça, donc la façon dont vous apprenez à vous servir des choses pour la première fois, ou dont vous apprenez à ne pas vous servir. Voilà, tout ça c'est l'expérience. C'est votre rapport aux objets, c'est votre rapport aux services, c'est votre rapport aux entreprises, et c'est ça qui conditionne votre jugement et votre décision d'interagir avec elles. Parce que c'est vous qui construisez du sens à travers ça.
Pourquoi est-ce qu'on en a... Alors, c'est pas nouveau, hein, c'est un phénomène qui a commencé à être étudié dès les années 80 à peu près en psychologie comportementale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle énormément aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, voilà, on l'a vu, en une dizaine d'années, il y a eu une disparité de points de contact avec les entreprises qui n'a jamais été aussi grande. C'est-à-dire qu'avant, vous vouliez appeler une entreprise, vous appeliez, hein, ou vous y rendiez à pied. Voilà, après, il y a eu les fax, le Minitel, ce genre de petites choses. Après, il a fallu faire un site internet. Après, les gens ont voulu vous écrire des emails, donc il a fallu se débrouiller. Et puis après, tous les collaborateurs ont eu des smartphones. Après, il y a eu les réseaux sociaux. Et là, vous avez une disparité de moyens de faire des moments d'interaction avec une entreprise. Et donc ça met la pagaille. Ça met la pagaille dans votre parcours, ça met la pagaille dans la façon dont vous avez conçu, vous, votre relation avec votre client. Parce que maintenant, ils n'ont plus une ou deux portes d'entrée, ils en ont 17. Et ils peuvent les prendre dans l'ordre qu'ils veulent. Et pire, cette disparité de moyens qui conditionne le fait qu'ils choisissent de rentrer avec vous par un moyen ou un autre, eux, que ça soit ou non difficile pour vous de répondre, ils s'en soucient pas. C'est pas leur problème. Vous, si vous leur dites qu'il y a 20 façons de me joindre et qu'ils en choisissent une autre, puis encore une autre, ils s'attendent à ce que ça soit cohérent, fluide, simple, que vous sachiez toujours où ils en sont, que vous puissiez répondre à leurs questions, quel que soit le moyen qu'ils utilisent. Et si vous n'êtes pas en état de le faire, ils vont vous dire pourquoi tu me donnes la possibilité de le faire? Et là, on comprend à quel point ça commence à devenir difficile pour certaines organisations, surtout des multinationales, voire des gens qui ont énormément d'impact, énormément de visibilité, de penser toutes les façons dont les gens peuvent rentrer en contact avec eux et comment on peut traiter l'ensemble des questions qui leur sont adressées. Ce qui est énorme. Un point sur pourquoi est-ce que l'expérience fait la différence dans votre perception de valeur. Qui a déjà commandé un Uber dans la salle? Ok. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, je vous invite à le faire, ne serait-ce que par expérimentation. Qui a déjà commandé un taxi G7 dans la salle? Ok, à peu près les mêmes. Bon, désolé pour les autres. C'est un cas qui va parler du coup aux grands utilisateurs de taxi. Voilà ce qui se passe quand on commande un Uber. Quand on demande aux gens pourquoi Uber c'est différent, ils vous répondent toujours 4 trucs. Et ces 4 trucs n'ont rien à voir avec Uber. Ils ont tout à voir avec la façon dont Uber s'adresse avec vous et la façon dont vous interagissez avec le service. Exemple, la commande. Vous voulez commander un G7, il y a un geste intentionnel, donc soit vous levez la main quand le taxi passe, soit il faut appeler un numéro de téléphone, soit j'ai utilisé leur service là tout à l'heure pour aller à la gare ce matin. Vous avez un écran avec, un parcours avec 8 écrans différents pour valider votre commande, etc. Sinon, vous sortez Uber, vous appuyez sur l'application, vous appuyez sur le bouton « Je veux commander », c'est parti. Et le Uber est en route. Donc là, déjà, vous avez un sentiment complètement radicalement différent parce que dans un cas, la commande est complexe, dans l'autre cas, elle est extrêmement simplifiée. Les gens aussi vont vous dire que le Uber arrive plus vite. Ce n'est pas possible. Il y a statistiquement autant de Uber que de taxis G7 distribués autour de vous, donc que vous commandiez l'un ou l'autre, une fois sur deux, c'est l'un qui arrive avant l'autre. Pourtant, les gens vont vous dire en moyenne que le Uber met moins longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils voient la voiture se déplacer sur la carte. Et donc, ils arrêtent d'attendre en se demandant si le taxi va arriver, et ils commencent à voir la voiture arriver vers eux sur une carte. Et ce n'est pas le même ressenti, et ce n'est pas la même perception d'un temps d'attente. C'est une expérience de l'attente qui est différente, et comme elle est différente, elle est vécue différemment, et la valeur perçue n'est pas la même. Encore plus fort, les gens se souviennent moins de la désagréable expérience de payer la course en Uber. Pourquoi? Parce que quand vous téléchargez l'application, vous mettez votre carte bleue. Et donc vous avez une fâcheuse tendance à sortir du véhicule en oubliant ce que vous allez payer. Vous allez vous en souvenir en lisant le mail ou en ne le lisant pas. De toute façon, le coût est négligeable, comparable à une course en taxi, donc l'enjeu ne se fait pas sur le tarif. Sauf que le taxi, c'est embêtant parce qu'ils ne prennent pas la carte, on n'a pas la compte, il faut s'arrêter à la tirette pour retirer, tout ça. C'est compliqué, c'est pas facile. Uber, c'est fluide, on l'a même carrément fait disparaître du parcours utilisateur. Vous le faites automatiquement, perception ressentie absolument neutre, et donc du coup, forcément, voilà, meilleure expérience, meilleure interprétation de votre parcours Uber. Contrôle, vous ne savez pas qui va être la personne qui va conduire votre taxi G7, mais Uber, il y a des notes, voilà, les chauffeurs ils ont 4,7 sur 5, vous avez leur plaque, vous avez leur nom, vous pouvez contester le parcours a posteriori, bien sûr personne ne le fait. C'est ça qui est génial. Les chauffeurs, ils ont tous la même note, et personne ne consulte le parcours qu'il a fait a posteriori, mais vous pouvez le faire. Et comme vous pouvez le faire, vous êtes rassuré. Ça change la perception, ça change le ressenti, ça change la valeur perçue. C'est pas une révolution par rapport au taxi. Balader des gens dans une voiture, c'est pas neuf, c'est pas l'innovation du siècle. Le faire de cette façon
et leur permettre de vivre cette expérience, ça c'est radicalement neuf. Et il y avait un besoin par rapport à la perception et au ressenti de l'offre actuelle, c'est-à-dire le taxi. C'était des points d'amélioration dans un parcours. Ça fait la différence. Alors vous allez me dire, bon ok, il est bien gentil lui, avec ses taxis, avec ses hôtels, avec Dropbox, tout ça, mais nous quand même, c'est pas ça qu'on fait. Nous, on adresse des gens qui ont des besoins dans des entreprises, c'est du business, c'est sérieux, on est en costard, tout ça. Bah oui, mais les gens, forcément, et vous le savez, hein, mieux que personne, ils sont pas au boulot 7 jours sur 7, et donc ils sortent dans la vraie vie, ils voient des trucs à l'extérieur, et ils ramènent de fâcheuses habitudes. Et après, ils s'attendent à ce que ça se passe dans l'entreprise de la même façon que ça se passe à l'extérieur. Et si d'autres sont capables de le faire à l'extérieur, pourquoi vous ne pouvez pas le faire en tant qu'entreprise? Alors, quelques infos sur les clients B2B, ça vient d'une étude McKinsey, vous aurez les slides, il y a les références dedans, je vous encourage à la lire. Imaginez ça, 51%, c'était les chiffres de 2013, j'ai pas trouvé plus récent, 51% des clients font leur shortlist sans contacter les entreprises. C'est-à-dire quand vous avez un besoin et que vous vous dites je vais émettre un appel d'offres sur une disparité d'acteurs que j'ai identifié pour les mettre en concurrence, vous allez sur internet ou d'autres sources d'informations et vous vous dites je vais faire ma shortlist. Et vous n'allez pas contacter quelqu'un en attendant qu'il vous démontre la valeur de l'entreprise. Vous allez aller par vous-même voir si l'entreprise a bien démontré sa valeur, a bien fait son travail, et là seulement vous la mettez dans votre shortlist. Donc il y a déjà une moitié de marché potentiel que vous ne touchez pas. C'est elle qui vous touche si vous vous êtes rendu disponible pour elle. Un tiers des clients se déclarent influencés par le contenu de la marque sur le web. Donc 33% des gens n'attendent qu'à trouver des informations que vous avez vous-même publiées et qui les rassurent sur vous. Où sont ces informations ? 22% se renseignent sur les réseaux sociaux. Donc un quart demande quand même à des copains s'ils connaissent quelqu'un qui travaille chez vous, s'ils ont déjà expérimenté vos prestations de service. 54% se réfèrent aux avis laissés par d'autres personnes. On parle de B2B, hein. On ne parle pas d'acheter des trucs chez Boulanger ou la Fnac. Hein. Donc c'est-à-dire que 54% des gens sont prêts à faire confiance à des opinions laissées sur vous par de parfaits inconnus. Vos clients pas contents, ou vos clients très contents aussi, parce qu'on les oublie ceux-là, ils sont où ? Et où est-ce qu'ils ont été parlés de ce qu'ils ont vécu avec vous? Si on résume, les clients B2B, ils demandent d'abord à Google. Une fois qu'ils ont, une fois qu'ils vous ont identifié avec Google, ils vont voir sur votre site. Ensuite, ils demandent autour d'eux et aux gens qui connaissent, s'ils vous connaissent et s'ils ont déjà interagi avec vous. Et ensuite, ils vont voir un peu les gens qui ne connaissent pas forcément pour savoir quelle est leur expérience de leur interaction avec vous. Et là, ils prennent une décision. Ce sur quoi vous pouvez majoritairement influencer, c'est le contenu sur votre site. Donc bien sûr, pas la plaquette, pas le contenu commercial, mais le contenu expert, celui qui prouve votre réactivité, votre maîtrise de certains sujets, qui va rassurer la personne, et votre présence et votre animation des réseaux sociaux. Donc si on résume, alors là on ne voit pas bien, mais voilà, vous avez le client potentiel, le prospect, il a son organigramme, sa chaîne de valeur. Il y a une disparité de personnes qui ont tous et toutes des rôles différents dans l'entreprise. Certains appartiennent au même département, d'autres pas du tout. Ces gens-là ont plein de choses à faire et à vous faire faire dans un parcours qui est le leur. Il y a l'ensemble des moyens de contact avec lesquels ils s'attendent à ce que vous soyez joignable et que vous puissiez répondre à l'ensemble de leurs sollicitations tout au long du cycle, pas seulement de vente, hein. Après, quand vous livrez le service, l'après-vente, le second contrat, le troisième contrat. Il y a vous en dessous, avec une disparité de personnes impliquées dans le cycle de vente et dans la gestion du client. Et puis voilà, il y a toutes ces sollicitations qui tombent de plein de personnes qui ne communiquent pas entre elles et qui arrivent à différents endroits. Et il y a vous en face qui vous demandez comment on sait où on en est, comment on sait qu'on est en train de répondre la bonne chose à cette personne au bon moment. Comment on fait pour exécuter efficacement notre travail et satisfaire la personne qui paye les factures. Alors comment on construit une expérience cohérente? Ça c'est un vaste sujet, j'ai absolument pas le temps de répondre à ça ce matin, mais en quelques points et de façon très synthétique, ça passe par la compréhension du client. Ça a l'air évident comme ça, tout le monde le dit, tout le monde est d'accord pour le faire, très peu de gens le font dans la réalité. Un exemple. Votre client n'est pas une étude marketing ou statistique. Votre client, c'est quelqu'un comme vous, un humain bipède, et il utilise ou pas certains terminaux, il utilise ou pas certains sites, il consulte vos informations à certains moments de la journée et pas à d'autres, il s'attend à ce que les choses fonctionnent d'une certaine façon parce qu'il a plein de modèles mentaux en stock, parce qu'il se sert de plein d'autres sites qui ressemblent ou pas aux vôtres, il forge des opinions et des jugements, et tout ça, c'est sa vie. Et alors sa vie, si vous n'avez... Parce que c'est une chose d'avoir des chiffres et des profils documentés et des statistiques, c'est une autre de se mettre dans les chaussures de vos clients. Donc si vous avez l'opportunité de le faire, ne serait-ce que passer une demi-journée dans l'entreprise de votre client
aller avec lui aux réunions, voir comment il interagit avec ses collègues, voir comment se prennent les décisions collectivement, identifier qui sont les gens à qui il parle, quels sont les rituels, les routines qu'il a pour prendre des décisions. C'est fondamental, parce que quand vous allez vouloir faire quelque chose, pour vous demander si c'est efficace et si ça va être utile, vous allez vous dire, est-ce que ça s'inscrit dans la vie de mon client? Pas, est-ce que c'est une bonne chose pour moi, est-ce que c'est une bonne chose pour nous, est-ce que ça paraît logique, parce que tout ça c'est vrai, mais surtout est-ce que ça trouvera sa place dans la vie du client, de l'autre côté? Et la vie du client, soit vous la connaissez parce que vous l'avez vue, soit vous la connaissez pas. La bonne nouvelle, c'est que si vous la connaissez pas et que vous les invitez pour qu'ils en parlent, la plupart, ils vous sautent dessus, quoi. Parce que les gens adorent parler de leurs problèmes. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais voilà, donc, alors les gens, si vous prenez rendez-vous pour parler de votre solution non-stop, voilà, ils ont tendance à vous interrompre assez vite. Par contre, quand vous leur demandez, parle-moi, non pas de ce que tu voudrais, hein, pas de la solution, mais du problème, parle-moi des problèmes que je peux résoudre pour toi dans ta vie aujourd'hui, d'un seul coup, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, il y a un travail énorme à faire sur comprendre à quel moment du cycle de vie du client, chacune de vos professions, chacun de vos rôles intervient. Et comment vous êtes attendus à ces différents moments pour contribuer et créer de la valeur les uns les autres. Et où est-ce que vous êtes complémentaires, voire même où est-ce que votre travail collaboratif, il peut revêtir une valeur supplémentaire, vraiment quelque chose de nouveau pour le client, de différent, qui peut mieux répondre à ces problèmes que vous avez identifiés dans la phase précédente. C'est comme ça que vous pouvez parfois, pas en disruptant complètement ce que vous faites, mais en réparant, c'est des quick fix, dans votre parcours en interne, la manière dont vous faites les choses, des fois vous arrivez à changer, mais en 3 manipulations à peine, quoi, parce que vous vous rendez compte qu'il y a 3 process qui coexistent et qu'en fait, et d'ailleurs c'est votre métier, si vous faites ça autrement, vous arrivez à créer beaucoup plus de valeur, une expérience beaucoup plus satisfaisante. Et puis, voilà, il y a toute cette interrogation sur repenser le parcours du client. Donc du coup, ce qui en résulte de la façon dont vous travaillez et de la connaissance de la façon dont le client travaille, c'est comment on organise un parcours, comment on pense la façon dont le client pourrait rentrer en contact avec nous, et on pourrait le convaincre, on pourrait le rassurer, on pourrait lui amener des éléments d'expertise pour l'inciter à nous faire confiance. Je me suis particulièrement concentré dans les exemples que je vais vous montrer sur l'acquisition du client, le fait de rassurer le client. Et alors, quand on va regarder un peu ce qui se fait voilà, aux États-Unis, mais pas que, il y a pas mal d'idées sympas, et donc je vais vous raconter plein de petites histoires cool, desquelles vous pouvez vous inspirer. Ce n'est pas des dispositifs qui prennent énormément de temps, parfois, mais ça peut faire des grandes différences. Donc il y a une première histoire qui est très drôle et qui illustre le fait que vous pouvez aller au-devant et ne pas attendre que le client vienne à vous. Donc ça, c'est une histoire qui était sortie dans la Harvard Business Review et qui racontait l'utilisation experte de Twitter par un commercial. Alors c'est un commercial en plus qui vend des produits, mais pas sexy du tout. Il vend des solutions web de téléconférence. Donc voilà, là on est loin d'Airbnb, Uber, tout ça. Hein. Et alors, ce commercial, il s'est rendu compte de quelque chose, c'est qu'en fait la plupart des gens, ils n'ont pas besoin de téléconférence. Parce qu'ils ont soit déjà une solution, soit ils n'ont pas encore identifié qu'ils avaient besoin d'en acheter une. Donc soit quand il arrive, c'est beaucoup trop tôt, soit c'est trop tard parce que vous seriez venu hier, mais là on a signé avec le concurrent la semaine dernière. Et donc il s'est dit, il faut que j'arrive à comprendre le contexte, il faut que j'arrive à avoir une interaction avec les gens au moment où ils ont besoin de moi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est demandé, que font les gens qui ne sont pas contents? Et les gens qui ne sont pas contents, ils vont sur Twitter. Alors il a juste fait une veille Twitter sur ses concurrents, et avec tous les mots-clés des produits de ses concurrents et leurs propres produits. Et en fait, il observe Twitter, il scanne Twitter, on dirait de la science-fiction comme ça, mais n'importe lequel ou laquelle d'entre vous peut le faire en 10 minutes de formation ici, je peux vous montrer comment faire. Et à chaque fois qu'il y a un mot-clé qui est tweeté, qui concerne un produit concurrent, il lit le tweet, et si le tweet dit « Ah, cette solution du concurrent B, elle est vraiment nulle », lui, il identifie la personne, il va faire un tour sur LinkedIn, il lui écrit un mail, ou il trouve son téléphone, il l'appelle et il fait « J'étais inopinément comme ça en train de me balader sur Twitter, dis donc, et je suis tombé sur votre tweet où vous n'êtes pas content, et bien figurez-vous, le hasard fait bien les choses. Je suis justement le commercial de la solution qui vous irait bien. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour que je vous explique pourquoi la mienne va résoudre tous les problèmes que vous avez avec celle de mon concurrent ?» Et là, la personne qui est très en colère et très frustrée, bah forcément, elle accepte. Pourquoi? Parce qu'il l'intercepte au bon moment. Au moment où cette personne est en désir, en recherche d'une solution alternative. Donc ça, c'est un exemple. Il dit, j'ai un taux de transfo qui est multiplié par 7 par rapport à la façon dont je faisais avant. Parce qu'arriver au bon moment, c'est pratiquement le truc le plus déterminant. Un autre exemple aussi, tout simplement, c'est vous arrêtez de parler de vous et faites parler les gens que vous avez aidés. Alors pas forcément des business cases avec des entreprises, des chiffres, tout ça, ça c'est vachement bien. Et puis dans votre business model, c'est très pertinent de le faire.
Mais on prend par exemple un truc, donc c'est Social Finance. Donc eux, ce qu'ils font, voilà, c'est pas forcément glamour non plus, ils font du prêt, du refinancement de prêt, mais ils font du prêt étudiant et ils permettent à des gens d'accéder avec certaines conditions facilitées à des prêts pour financer leurs études supérieures. Et ces gens-là, bien sûr, ils vont témoigner de l'apport que la société a eu pour leur permettre d'aller jusqu'au bout de leurs études, mais ils ne vont pas parler, si vous mettez les vidéos, ils ne vont pas parler de taux d'intérêt, ils ne vont pas parler de facilité administrative, non, ils vont parler de leur devenir, ils vont parler de ce qu'eux, ils sont devenus en tant qu'individus grâce à ces possibilités de financement. Et là, d'un seul coup, le discours et ce que vous racontez, ça prend une toute autre tournure. Parce que là, il y a la vie des gens, il y a la vie de vraies personnes à qui vous avez vraiment permis de devenir quelqu'un, d'accéder à des projets grâce à votre activité. Un autre exemple, c'est pour démontrer votre expertise. Donc ça, c'est une boîte qui s'appelle Zenefits. Ils vendent des dashboards RH, donc pareil, pas des trucs super glamour. Donc c'est des dashboards avec lesquels vous pouvez accéder à des plateformes en ligne pour faire la paye, les congés payés, etc. Et en fait, eux, ils ont tout un réseau d'experts qui est sollicité ponctuellement derrière sur des problématiques légales, voilà, qui sont dans l'abonnement qu'ils vendent. Et un jour, ils se sont dit, mais dis donc, au call center ou avec les experts, on se rend compte qu'en fait, 80% des questions généralistes posées, c'est les mêmes. Et bien, cette base-là, on va la sortir de l'abonnement, on va mutualiser les réponses qu'on fait, et on va mettre la base en ligne disponible pour tout le monde. Et d'un seul coup, au lieu d'être un site qui est un énième site plaquette promotionnel, ça devient un outil super intéressant pour des gens qui ont une problématique ponctuelle RH. En plus, ils ont un référencement Google génial. Donc vous tapez quel est le taux de cotisation machin. Si c'est une des questions, vous allez arriver sur la page où il y a la réponse. Donc vous appréciez qu'eux qui ne vous connaissent pas viennent de vous donner la réponse au problème que vous cherchiez. Peut-être que vous allez penser à eux quand vous aurez besoin d'une solution plus spécifique. Quelque chose qui est adapté à votre entreprise. Il y a aussi Indium, alors encore moins glamour, donc eux ils vendent des semi-conducteurs, de l'équipement informatique, enfin des trucs, voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La plupart de leurs employés sont tous des PhD, donc des docteurs en sciences diverses. Et tout simplement pour ramener plus de trafic sur le site internet et valoriser l'activité de la société, ils ont mis une plateforme de blog, donc ça ressemble à un WordPress, si vous voulez, où chacun de leurs employés, chacun et chacune sont libres de poster les articles qu'ils veulent, sans supervision, sans censure, sans contrôle. Donc ça sert à la promotion de l'employé qui a son blog personnel qui est maintenu par l'IT de l'entreprise, et lui il peut poster ses avis, ses opinions sur plein de sujets experts pour asseoir son expertise et donc se poser sa réputation. Et ça sert à l'entreprise puisque bien sûr chaque article des salariés justifie indirectement l'expertise de l'entreprise et conduit du trafic sur le site de la société. Vous pouvez aussi réunir les passionnés. Si vous avez la chance de vous attaquer à une cause ou si vous avez une mission d'entreprise qui est forte, il y a des gens dehors, il y a des gens qui se demandent qui c'est derrière, c'est l'équipe de Quidditch de Harry Potter, de Gryffondor je crois. Donc c'est des vrais gens dans la vraie vie qui jouent au Quidditch. Le Quidditch, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, comme moi, ça se joue sur un balai et vous avez des... Enfin voilà. C'est pour dire que, en fait, quel que soit ce que vous faites comme sujet, il y a forcément 15 personnes qui sont hyper fans du truc et qui ont fait un club quelque part dans un café, quoi. C'est réunir les passionnés, ça marche toujours. Harley Davidson le fait très très bien, par exemple. Donc pour réunir les passionnés, vous avez une enseigne de conseil. Eux, ils sont en Belgique. Donc Board of Innovation. Et alors eux, ils ont fait ça intelligemment il y a quelques années. Ils ont créé un groupe LinkedIn qui a un sujet de débat sur l'innovation et la façon dont on produit l'innovation dans les entreprises. Par contre, la grande chance qu'ils ont eue, c'est en fait, ils ont su conduire une conversation et amener tous les directeurs d'inno et toutes les personnes concernées par ça à parler sur leur page. Et résultat, aujourd'hui, ils font pas la promotion de leurs produits, ça ils le font sur la page Facebook, mais indirectement, si vous voulez aller sur un groupe super intéressant où il y a une énorme curation d'informations de qualité sur l'innovation, vous la trouverez sur leur page, et indirectement, vous allez en apprendre beaucoup sur la vie de la société. Donc les gens aiment parler, si vous les faites parler chez vous, forcément, toutes les personnes qui les intéressent vont savoir qui vous êtes. Vous pouvez aussi être encore plus fort, et donc c'est-à-dire faire un manifeste, c'est-à-dire vous dites on croit en quelque chose, et nous on a fait quelque chose qui démontre que c'est possible. Donc vous avez une entreprise qui s'appelle 37 Signals, qui fait un logiciel qui s'appelle Basecamp. Je ne sais pas qui connaît Basecamp ici. C'est un logiciel de gestion de projet. Ils ont fait un super bouquin, pareil, top 100 New York best-seller, qui vante les mérites du télétravail, parce que c'est une société qui est très 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 axée sur le télétravail, qui a fait toute sa croissance basée là-dessus. Et ils vantent tellement les mérites qu'ils se sont dit, nous, notre mission en tant que société, c'est de permettre aux gens qui veulent télétravailler de le faire.
Et donc ils ont fait une annonce d'offres d'emploi sur lequel ils disent vous pouvez poster gratuitement vos offres d'emploi. La seule condition, c'est que tous les emplois doivent pouvoir être exercés en télétravail. Et tous les gens qui viennent sur ce site cherchent spécifiquement des emplois en télétravail. Tous les employeurs cherchent des employés en télétravail. Et tout ça, bien sûr, fait la pub pour le bouquin. Et si vous allez sur la page du bouquin, vous êtes redirigé sur le site de l'entreprise. Vous pouvez aussi d'abord vendre un échantillon. Donc ça, c'est quelque chose de relativement nouveau, mais qui commence à cartonner. C'est Clarity. Clarity, c'est quoi? C'est tous ces gens qui lancent des startups dans le monde et qui ont ponctuellement besoin de conseils de gens qui ont réussi dans certains domaines ou qui ont une expertise hyper poussée, mais qui n'ont pas les moyens de se payer des journées entières avec eux. Et ils les appellent. Donc c'est de offline. Donc vous pouvez appeler, s'il y en a qui connaissent le Lean Startup, ici par exemple, vous pouvez appeler Eric Rise. Mais ça coûte 1 500 $ par minute, donc il faut bien préparer votre question. Mais ça coûte quand même moins cher que de l'avoir en bref. Et donc, c'est depuis qu'ils existent, ils ont passé 73 000 coups de fil avec une satisfaction de 98%. Et donc en mettant juste en leur boulot, ils vous font payer à la minute pour vous mettre en relation avec des gens qui ont des réponses hyper précises à des questions hyper précises. Et c'est un moyen de commencer une activité de conseil, parce que bien sûr, si vous êtes satisfait, ça peut se transformer en lead derrière. Vous pouvez même carrément donner tout dès le départ, c'est-à-dire vous n'intervenez même pas, donc ça c'est Legal Start, c'est une société française. Et voilà, donc eux ils disent, vous souhaitez créer une entreprise, recruter un salarié, protéger une marque, cliquez là, ça va générer tous les documents qu'il vous faut en PDF, vous l'imprimez, vous remplissez, le service il est fait, il est gratuit, c'est pour vous. Voilà, donc ça coûte quoi? Ça coûte un script à un robot, et bien sûr, si vous avez un besoin spécifique, on a une armée de consultants, on a une armée de personnes qui peuvent vous aider à aller plus loin. Mais vous avez déjà donné beaucoup et vous avez satisfait une palette de besoins que vous n'auriez pas adressés de toute façon parce que ces gens-là n'ont pas les moyens. Ce n'est pas vos clients, c'est vos clients potentiels ou c'est des gens qui peuvent beaucoup parler de vous. Et carrément, alors là je vous ai pris le cas extrême, vous pouvez donner l'outil et vendre les données, donc ça c'est Mint, je ne sais pas qui connaît Mint dans la salle. Non. En fait, Mint, si vous voulez, c'est un outil analytics. C'est comme Banky, ici, ou Banking. Vous pluguez vos comptes courants dessus, et ça vous donne des tableaux dynamiques hyper bien foutus avec toutes vos dépenses, combien vous avez dépensé, dans quelle catégorie, etc. Donc ça vous aide à manager vos finances personnelles au quotidien. Et bien sûr, ces personnes, elles ont des millions de personnes, elles ont des millions d'utilisateurs qui utilisent cet outil pour manager leurs finances. Donc à travers l'utilisation de ces utilisateurs, elles apprennent beaucoup de choses sur des modèles de comportement qu'elles revendent ensuite à des boîtes de vérification de crédit, à des assurances, à toutes les personnes qui ont besoin de ce genre d'informations. Donc ça, vous voyez, c'est autant de moyens d'interagir avec vos utilisateurs qui ne sont pas du tout conventionnels par rapport à ce que vous pouvez faire aujourd'hui, et qui sont autant de moyens de démarrer des relations, de démarrer des conversations, qui peuvent mener vers de la négociation commerciale, vers de la signature de contrat, vers un premier niveau de confiance qu'il est facile d'acquérir et qui lui peut déboucher derrière sur un contrat beaucoup plus prometteur. En conclusion, je vais vous laisser là-dessus. Voilà, il y a 3 choses que je veux vous dire. Une bonne expérience, en fait, c'est avant tout au service des autres. Donc, votre valeur, c'est pas ce que vous faites, c'est ce que vos utilisateurs en perçoivent. Donc si en ce moment vous faites des produits super, si vous avez une organisation de service nickel, et si vous avez une offre géniale, et que malheureusement personne ne le voit, ou personne n'interagit avec, ou personne comprend, et donc arrive à s'en servir, ça n'a aucune valeur. Parce que la valeur, c'est pas vous qui la décidez, c'est la personne qui choisit de faire la transaction avec vous. Donc il faut aider cette personne à comprendre ce que vous faites, mettez-vous à son service, aidez cette personne à comprendre votre valeur. La deuxième chose, c'est, pour le faire, c'est très facile, faites-le avec vos clients. Ne le faites pas entre vous en restant dans vos salles de réunion et en examinant les problèmes que vous avez déjà identifiés. Demandez aux clients de vous aider à identifier les problèmes que vous ne connaissez pas. Parce que si ça se trouve, il y a peut-être des moyens extrêmement plus simples de faire des grands changements, des grandes transformations, et qui ne vont pas partir de vous, mais de vos clients. C'est eux qui savent, parce que c'est eux qui choisissent ou non de vous faire confiance. Et le troisième point, ne dites pas ce que vous faites. Faites-le. Parce qu'aujourd'hui, produire une offre de service, ou la distribuer en ligne, ou communiquer sur le fait qu'on la distribue, c'est la même chose. C'est-à-dire les produits qui marchent aujourd'hui, c'est les produits dont vous comprenez intuitivement l'utilisation dès que vous les ouvrez, et on n'a pas besoin de vous dire que c'est rapide, ou que ça vous met en connexion avec vos copains, ou que ça fonctionne 7 jours sur 7, parce que ça le fait. Et donc en fait, c'est le produit, la communication autour du produit, et le fait de livrer ce produit, c'est devenu la même chose aujourd'hui. Et si vous introduisez de la cohérence dans ça, entre votre discours,
votre proposition de valeur et la façon dont vous l'adressez à vos clients, vous avez un avantage immense, parce que vous êtes cohérent. Et la cohérence, aujourd'hui, ça vaut extrêmement cher. Voilà, à la fin des slides, vous trouverez mes coordonnées personnelles si vous avez d'autres questions. Et maintenant, c'est à moi de prendre les vôtres, et je vous remercie beaucoup pour votre attention.